Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Alors cette semaine encore, nous allons revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. L'Arménie a célébré ce vendredi le 100e anniversaire du génocide de 1915 perpétré par les Turcs ottomans, malgré les critiques de la Turquie qui rejette le terme de génocide. Des massacres qui ont fait 1,5 million de morts. Nous irons à Chypre pour un état des lieux de la situation. L'île est divisée en deux depuis 1974. Au nord, les Chypriotes turcs, au sud, les Chypriotes grecs. La réunification est-elle possible aujourd'hui? C'est ce que nous tâcherons de découvrir. Enfin, nous ferons une halte en Camargue, dans l'un des plus beaux parcs ornithologiques d'Europe. Un endroit unique, 200 espèces à admirer. Et la star, c'est évidemment le flamant rose. Mais pour commencer, nous allons consacrer une large page de ce magazine au drame des migrants en Méditerranée qui se résume en un chiffre. Plus de 1500 morts depuis le début de l'année, c'est 30 fois plus que pour toute l'année dernière. Alors comment stopper cette hécatombe? La question est aujourd'hui une fois de plus posée à l'Union européenne et la réponse est décevante, voire lamentable selon les organisations humanitaires. Partis de Libye, les bateaux de migrants se multiplient en direction de l'Italie. La semaine dernière, ils étaient 450 à périr en mer. Et cette semaine, 800 personnes ont perdu la vie dans les eaux de la Méditerranée. Le point avec Stéphanie Larion et Claire Giton. C'est le pire drame de l'immigration clandestine qu'ait connu la Méditerranée. Le naufrage le week-end dernier d'un chalutier qui a fait 800 victimes. Des enfants, des femmes et des hommes morts noyés avant d'avoir pu atteindre l'Europe. Dans la nuit de samedi à dimanche, le navire avait lancé un appel de détresse alors qu'il se trouvait entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa. Ce cargo portugais avait alors été dérouté pour lui porter secours. Le bateau a chaviré quand les passagers ont vu le cargo arriver. Il y a eu un mouvement de panique et tout le monde est allé d'un côté du bateau. Les migrants sont tombés à l'eau. La marine italienne ne repêchera que 24 corps des migrants qui ont été inhumés jeudi sur l'île de Malte. Les survivants, eux, 28 seulement, ont été pris en charge à Catane, en Sicile. Des hommes jeunes qui, par chance, savaient nager et ont pu résister plus de 5 heures dans une eau à 14 degrés. Certains sont encore des enfants. Ils sont très très choqués. On ne leur pose aucune question sur l'accident. On préfère attendre, car ils ne sont pas prêts à en parler. Et malgré les risques immenses, les candidats à l'exil sont toujours plus nombreux et les sauvetages quasi quotidiens. Jeudi, 220 migrants ont ainsi été sauvés d'une mort certaine alors qu'ils étaient entassés sur 2 canots pneumatiques à la dérive au large des côtes libyennes. Un afflux de clandestins sans précédent que l'Italie ne peut plus gérer seule. Le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a tiré cette semaine la sonnette d'alarme. C'est un fléau dans l'histoire de notre continent et de la Méditerranée. Le fléau de l'esclavagisme des êtres humains au XXIe siècle. Un fléau qui a fait depuis le début de l'année près de 1800 victimes répertoriées. C'est 30 fois plus que l'an dernier sur la même période. Et si rien n'est fait pour lutter rapidement contre les passeurs qui opèrent depuis la Libye, l'ONU estime qu'1 demi-million de migrants tentera la traversée cette année avec inévitablement des dizaines de milliers de morts redoutés. Alors parmi les naufragés, la justice italienne a récupéré le capitaine du bateau et son second, un Tunisien et un Syrien considérés comme des passeurs. Ils sont responsables de ce naufrage criminel et encourent la réclusion à perpétuité. La lutte contre les passeurs est donc désormais l'une des priorités des autorités européennes. Pour les stopper, François Hollande propose de détruire les bateaux en mer avec l'accord de l'ONU. Alors, qui sont ces passeurs et surtout, comment sont-ils organisés? C'est ce que vous allez découvrir. Des passeurs présumés interpellés par la marine italienne. Le scénario s'est répété 2 fois ces derniers jours. Des hommes à l'origine de la mort de 1600 migrants depuis le début de l'année. 80% d'entre eux transiteraient par le même pays, la Libye. Qui sont ces passeurs? Qualifiés de terroristes par François Hollande, ces hommes sont majoritairement libyens, turcs ou tunisiens. Certains sont eux-mêmes d'anciens migrants qui tirent désormais profit du trafic d'êtres humains. Leurs méthodes sont radicales.
Ces passeurs sont depuis un an de plus en plus armés. Ils s'organisent en bande armée pour pouvoir défendre ce butin que constituent ces êtres humains et aujourd'hui s'organisent pour faire passer de force s'il le faut ces migrants et ces êtres humains. Comment sont-ils organisés ? Les passeurs, profitant du chaos qui règne en Libye, contrôlent les principales villes portuaires. Autant de portes d'entrée sur la mer Méditerranée. Pour pouvoir organiser ces trafics d'êtres humains, il faut des passe-droits, il faut des protections, il faut aussi évidemment des accointances politiques dans les divers gouvernements ou groupes armés qui contrôlent aujourd'hui la Libye. Comment lutter contre ces passeurs ? L'Union européenne promet le renforcement des moyens pour les opérations de surveillance en mer ou le long des frontières. Après l'émotion, place aux solutions et la réunion des chefs d'État de l'Union européenne est à ce titre décevante. Les 28 pays membres ont décidé de tripler le budget de l'opération Triton pour faire face à l'afflux de migrants venus de l'autre bord de la Méditerranée. On arrive à peine au budget de l'Italie seule l'an dernier avec l'opération Mare Nostrum. Et concernant l'accueil des migrants, c'est un peu le chacun pour soi. C'est donc une fois de plus aux pays du sud de l'Europe, Italie, Grèce, Espagne, d'absorber cette immigration. La France serait prête de son côté à accueillir jusqu'à 700 personnes. Et c'est pourtant un flux incessant de population qui est en train d'arriver depuis les côtes libyennes. La Libye apparaît aujourd'hui encore plus qu'hier comme une bombe migratoire, un pays disloqué depuis la chute de Kadhafi. Il serait 500 000, 1 million peut-être en Libye, à vouloir embarquer à tout prix, au risque de leur vie, sur ces embarcations d'infortune. Alors, qui sont ces réfugiés ? Les voici il y a quelques jours dans ce centre de rétention libyen. Interceptés au départ, c'est rare, ils ne renoncent pas. Hommes, femmes, enfants, ils tenteront de repartir. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mon pays, il n'y a aucun avenir. Et c'est pour ça que je veux aller en Europe. Ces réfugiés viennent pour la plupart de pays en proie au chaos. Nord-est du Nigeria, Somalie, dictature en Érythrée, guerre en Syrie. Leur point de convergence, la Libye, un État failli, disloqué depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, un pays où les milices font la loi et les passeurs de l'argent sur le dos des réfugiés. Il n'y a aucune politique menée par la Libye clairement pour gérer cette question de l'immigration. Du temps de Kadhafi, les choses étaient plus simples. Vous aviez un gouvernement central et Kadhafi monnayait cette coopération avec l'Europe en disant « je suis le rempart contre l'immigration, donc donnez-moi des moyens et moi je fais ce travail ». Alors aujourd'hui, l'Europe est-elle démunie face à cet afflux de réfugiés ? En 2013, un dispositif Mare Nostrum a permis le sauvetage de 150 000 personnes en une seule année. Facture 9 millions d'euros par mois, trop cher pour l'Italie, pas suffisamment aidée par le reste de l'Europe. Place à l'opération Triton, moins coûteuse, mais davantage axée sur la surveillance des frontières. Aujourd'hui, face à cette situation, ce n'est pas de Triton dont nous avons besoin, c'est un renforcement de ce qui était Mare Nostrum, avec des financements et une participation européenne beaucoup plus grande qui permettent de répondre à cette situation d'urgence. Seule certitude, avec l'arrivée de l'été et la perspective de meilleures conditions climatiques, l'Europe risque d'être débordée. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine du drame qui se joue en Méditerranée. L'actualité dans le bassin méditerranéen, ce sont également les commémorations avec les cérémonies du centenaire du génocide arménien. 1,5 million de personnes sont mortes, massacrées par les Ottomans. Un chiffre exagéré selon la Turquie qui refuse également la qualification de génocide. Le président arménien Serge Sarkissian a remercié les dirigeants présents, dont François Hollande et Vladimir Poutine, qui ont déposé des fleurs au mémorial dédié au génocide sur les hauteurs d'Erevan. Alors le génocide arménien, on en parle souvent, mais que s'est-il passé exactement il y a un siècle tout juste, alors qu'Ottomans et Arméniens vivaient en parfaite harmonie? Attention, certaines images sont très dures. Une clé, de petits objets, c'est tout ce qu'a pu sauver leur communauté pendant son exode. Massacrés, torturés, morts de soif, par centaines de milliers, les Arméniens sont les victimes du premier génocide du XXe siècle.
Pourtant, dans l'Empire ottoman, sous la domination des Turcs, les diverses communautés, chrétiennes ou musulmanes, avaient vécu, vaille que vaille, en bonne entente. Mais tout va changer dès la fin du XIXe siècle. Les Turcs perdent successivement leurs provinces d'Europe, gagnées par les Autrichiens, et celles d'Égypte, conquises par les Anglais. Humiliés, ils s'estiment menacés au cœur de leur empire par une communauté arménienne censée être l'allié des Russes. Résultat, les Arméniens passent d'un statut de peuple fidèle, parce que c'était leur surnom jusqu'à la fin du XIXe siècle, à un statut de peuple traître, déloyal. Et quand la guerre de 14 éclate, tout s'accélère. Les Russes entrent en Turquie, certains Arméniens se mettent à leur côté. C'en est trop pour le gouvernement turc, ultranationaliste, allié des Allemands. Par haine irrationnelle, ce pouvoir déclare la guerre sainte et décide d'exterminer tous les Arméniens, hommes, femmes, enfants, chrétiens ou pas. Le génocide commence au printemps 1915 par des pogroms à Constantinople et en Anatolie centrale, ou par des noyades dans la mer Noire. Il se poursuit pendant tout l'été par un épouvantable exode vers le désert de Syrie et le sud de l'Empire. Il y a 3 ans, une des dernières rescapées du génocide en témoignait encore. Le prêtre nous a annoncé que tous les Arméniens devaient quitter les lieux dans les 3 jours. Mais où pourrions-nous aller ? Et que pouvions-nous emporter sur le dos ou dans nos mains ? À peine un rechange, une paire de chaussures ? C'est ce qu'on appelle les marches de la mort. Sans boire ni manger pendant des mois, des centaines de milliers d'Arméniens, des femmes et des enfants pour la plupart, sous un soleil torride et la menace des pillards. À l'arrivée pour les survivants, ces misérables camps de toile. Les hommes, eux, sont systématiquement raflés et tués sur place. Grands témoins de ces atrocités, des militaires allemands vont dans les années 30 en tirer les leçons pour l'avenir. Les officiers allemands présents dans l'Empire ottoman ont informé les cercles nazis, Hitler lui-même, du processus d'extermination des Arméniens qui a conduit à la conception de la Shoah. En 1916, les tueries se poursuivent dans ce qui est devenu des camps de concentration. La dame continue par le récit de son oncle qui en a réchappé. Chaque arrivant était passé par la lame de l'épée. Un coup, et il le poussait. Un coup, qu'il soit blessé ou qu'il soit mort, il finissait dans le trou. Un trou profond, avec des parois très hautes. On a des images des grottes dans lesquelles les rescapés ont été brûlés. Près de 200 000 Arméniens sont massacrés aux alentours de Deir Zor, donc dans le désert de Syrie. Pour les enfants des survivants, il reste les souvenirs de famille et le récit de leurs parents. Madeleine Papazian est née en Syrie il y a 80 ans et Léon, son mari, ancien tapissier, se souvient de son père, peu bavard. Ça également. Ça, c'est mon père. Il fallait l'interroger un petit peu, parce que ça venait pas comme ça, tout seul. Mais bon, quand il commençait à se lâcher, il racontait un petit peu les événements. Et bien sûr, il parlait des femmes qui avaient été abattues, violées, etc. Les Arméniens n'attendent plus qu'un geste, ô combien important, la reconnaissance du génocide par la Turquie. Elle nie toujours ce fait historique, 1 300 000 Arméniens assassinés. Sans trop savoir pourquoi. Cette chanson est un hymne à leur histoire. Qui ne voulait que vivre avec des gestes lourds, comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a admis jeudi les souffrances subies par les Arméniens de l'Empire ottoman de 1915 à 1917. Il avait déjà présenté ses condoléances aux victimes l'an dernier, mais il continue de contester le terme de génocide reconnu par une vingtaine de pays au monde, dont la France et à présent l'Allemagne.
Une polémique qui a contrarié un autre centenaire célébré en grande pompe à la Turquie, le 100e anniversaire de la bataille de Gallipoli qui opposa les Ottomans aux Alliés en 1915. Elle se termina par la victoire des troupes ottomanes, des célébrations en guise de réconciliation en présence du prince Charles et de dirigeants du monde entier. C'est une île en Méditerranée qui a une histoire très mouvementée et qui a eu à subir de nombreuses tutelles. Chypre aura pourtant connu une paix fugace en 1960. Un gouvernement qui représente aussi bien les Turcs que les Grecs majoritaires était alors en place. Mais les colonels grecs ne l'entendent pas de cette oreille et tentent un coup d'État. La Turquie réagit immédiatement au nom de la protection de sa population. Le nord de l'île est occupé en 2 jours seulement, une partition qui dure aujourd'hui encore. Ils ont tous fui. Des chars turcs viennent d'investir leur village. En l'espace d'un quart d'heure, tous les habitants grecs d'Atna ont abandonné leur maison et de loin au bord de la route, ils assistent impuissants à l'effondrement de ce qui faisait leur vie quotidienne. Après le coup d'État des partisans de l'unification avec la Grèce, l'armée turque débarque à Chypre. 200 000 Chypriotes grecs quittent le nord de l'île pour trouver refuge au sud. 50 000 Chypriotes turcs font le chemin inverse. Morts, blessés et disparus se comptent par milliers. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Turquie à verser 90 millions d'euros d'indemnités aux familles des disparus et aux enclavés du Karpas. L'argent ne nous intéresse pas. Ce serait mieux de trouver une solution pour que les Chypriotes grecs et les Chypriotes turcs vivent ensemble dans une île réunifiée. En République turque de Chypre du Nord, autoproclamée en 1983 et reconnue seulement par le gouvernement d'Ankara, on s'offusque de cette condamnation dont la Turquie a fait appel. Il y a des accusations de part et d'autre. Les Grecs peuvent porter plainte, les Turcs aussi. Il y a déjà des procès, mais de toute façon, le problème chypriote ne pourra pas se résoudre devant les tribunaux, mais sur un plan politique. Depuis 1974, Nicosie, la capitale, et toute l'île sont coupées en deux. 200 000 habitants en République turque de Chypre du Nord, 800 000 en République chypriote, et entre les deux, la zone tampon, un no man's land contrôlé par l'ONU, une véritable ligne de démarcation entre 2 communautés qui se déchirent. Après l'échec du plan de paix Annan rejeté par les Chypriotes grecs en 2004, des négociations viennent de reprendre. Leur objectif, réunifier l'île en une fédération bizonale et bicommunautaire. Pour l'instant, les discussions cherchent à restaurer la confiance, mais la tâche est difficile. Le problème chypriote est un problème qui dérange les Turcs, puisque bien qu'à la table des négociations, le leader élu par les Chypriotes turcs et le leader élu par les Chypriotes grecs soient égaux, dès qu'ils quittent la salle, cette égalité est annulée et un seul des leaders se considère comme étant le seul décisionnaire sur les problèmes de l'île. C'est un mode de fonctionnement qui n'est pas normal. D'autant que, côté négociateur grec, on n'est pas dupe du rôle de la Turquie, qui maintient Chypre Nord sous perfusion et sous occupation, avec la présence de 40 000 soldats. Il faut que la Turquie assume sa responsabilité, retire les troupes et pousse la direction chypriote turque vers des positions qui produiront, si vous voulez, des résultats. Parce que ce qui nous déçoit, si vous voulez, dans le processus actuel, c'est que malgré le fait que nous négocions très sérieusement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement de position. Et comme décidément, rien n'est simple, un nouvel écueil pourrait troubler les négociations, la découverte d'hydrocarbures en mer revendiquée par le gouvernement reconnu par la communauté internationale, celui du Sud. Ça complique les choses encore plus parce qu'évidemment les Chypriotes turcs et la Turquie sont bien fondés à considérer que du point de vue du droit international, les Chypriotes grecs seuls ne peuvent exploiter ces ressources découvertes en mer, des ressources offshore. Donc on risque de se trouver là dans un processus de contestation juridique. Dans Nicosie, coupée en deux,
L'appel à la prière côté nord résonne sur les murs de cette mosquée récemment rénovée côté sud, comme un appel au dialogue. Tandis que dans le lointain Carpasse, les travaux de rénovation du monastère de l'apôtre André vont débuter, financés par le gouvernement chypriote turc. Tout espoir n'est pas perdu. Bien que non reconnus par la communauté internationale, les représentants de la République turque de Chypre du Nord vont s'asseoir à la table des négociations. Un État qui doit élire ce dimanche son futur président. Le chef d'État sortant est arrivé en tête du premier tour et il se dit le mieux placé pour gérer justement ce problème chypriote. Les massacres de Sétif, Guelma et Kerata. Il y a 70 ans, le 8 mai 1945, ces trois villes en Algérie étaient le théâtre d'une répression sanglante de l'armée française qui fera 45 000 morts. Dimanche dernier, pour la première fois, un membre du gouvernement français, le secrétaire d'État aux anciens combattants, Jean-Marc Todeschini, était présent aux commémorations. De la visite du secrétaire d'État des anciens combattants en Algérie, il y a ces quelques images. Le dépôt de gerbes devant le mausolée de la première victime de la répression de Sétif marque une étape dans les relations franco-algériennes. Sur Twitter, le secrétaire d'État l'affirme, sa visite est dans le prolongement de celle de François Hollande en décembre 2012. Ce jour-là à Alger, pas de repentance ni d'excuses, mais le choix de la vérité. À Sétif, le 8 mai 1945, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. Car pendant qu'à Alger on fête la capitulation allemande ce 8 mai 1945, à Sétif, les festivités vont tourner au drame. Il a sorti le drapeau, nous raconte-t-il. Le commissaire français a tiré sur lui et l'a tué. Son copain a alors pris le drapeau et le commissaire lui a aussi tiré dessus. Et alors, ça a été la débandade. Aux côtés des drapeaux français, des banderoles et des drapeaux algériens sont brandis. Les autorités demandent le retrait de ces signes revendicatifs en vain. La répression est sanglante. 15 à 45 000 morts, victimes de l'armée, de la police. Une centaine d'Européens pris, eux, à partie par les nationalistes. Pour beaucoup, cet événement constitue les prémices de la guerre d'indépendance. Elle commencera 9 ans plus tard. Tout autre chose à présent, je vous emmène faire un voyage dans un écosystème hors du temps. Direction la Camargue, au cœur du parc ornithologique du Pont de Gau. Une réserve d'oiseaux unique en Europe où cohabitent plus de 200 espèces. Des oiseaux de passage sur le chemin de la migration et les vedettes sont bien évidemment les flamants roses, devenus le symbole de cette région. Lorsque le soleil se lève dans le ciel de Camargue, les flamants roses volent en couple pour venir se poser ici, dans les marécages du parc ornithologique du Pont de Gau. Dans cette réserve, ils évoluent en toute liberté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ils sont 5, nombreux. 157, 158, 159. On est sur une moyenne depuis février de entre 1800 et 2300 flamands chaque jour, ce qui est c'est hyper sympa. C'est l'oiseau emblématique de Camargue et puis c'est la star du parc parce que de toute façon il y a des roses partout ici donc forcément on voit que ça quoi, donc c'est vrai que c'est génial. Toutes les stars ont leur paparazzi et dans le parc il y a presque autant de photographes que d'oiseaux. Là, ici, là, regarde, John, vas-y, shoot. 3 générations de photographes amateurs. Le plus jeune, à 9 ans, la famille Marché a parcouru 1000 km pour découvrir le parc le temps d'un week-end. Moi j'en ai déjà vu mais dans un zoo. C'est extraordinaire, puis on s'attendait pas à en voir autant, d'aussi près. Et puis il n'y a pas que les flamands, il y a énormément d'autres oiseaux qui sont en train de nidifier, c'est une richesse ornithologique vraiment incroyable. Le site offre une proximité exceptionnelle avec les oiseaux et des clichés imprenables ailleurs. Ah, il sort les dents, génial. Une balade pleine de surprises. Vas-y, mets-toi au ras de sol, toi avec ton appareil. Génial. Et ouais, regarde, ils sont pas contents. Hérons cendrés, aigrettes, cigognes, ce sont plus de 200 espèces qui trouvent refuge dans le parc.
Des oiseaux de passage sur le chemin de leur migration ou qui viennent se poser dans ces arbres plantés spécialement pour eux il y a 40 ans afin qu'ils puissent y nicher. Dans le parc, c'est aussi l'homme qui aide les oiseaux à construire leur nid. L'idée, c'est vraiment que les oiseaux puissent récupérer ensuite des tas de petites brindilles. Donc c'est coupé, alors c'est vraiment du luxe, c'est coupé à la bonne mesure en fait pour pouvoir faire leur nid. Des îlots de reproduction sont ainsi aménagés car avec la fréquentation humaine, les oiseaux ne trouvent plus de place sur le littoral. Il y a l'homme qui murmure à l'oreille des oiseaux. Elle a été élevée par l'homme. Donc l'homme est un congénère, donc elle discute avec nous quand on passe, elle nous reconnaît, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas trop si ça veut dire bonjour, mais en tous les cas, c'est le même son qu'elle produit tout le temps. L'ornithologue est en charge des soins dans le parc. Mais là, elle veut surtout dire « rentre pas dans la volière, sinon je vais m'occuper de ton cas ». Chaque jour, des oiseaux sont recueillis dans le centre de soins. Oui, je sais que tu es assez vive. On reçoit en général entre 500 et 800 oiseaux chaque année, puisqu'on est vraiment spécialisé que sur les oiseaux de la faune sauvage. Et on arrive à en sauver entre 30 et 40% dans le meilleur des cas. Le parc de 60 hectares est une réserve naturelle unique en Europe, car il est privé, financé par les 100 000 visiteurs chaque année. Garde-bœuf. Ah ouais, tout le monde est là. Ouais. C'est sympa comme tout. Une passion de père en fils pour les propriétaires René et Frédéric Lamourou, qui ont fait de cet ancien marais de chasse familial un sanctuaire pour oiseaux. Ça arrive. Hop. Accouplement. Le jour où j'aurai plus d'émotion à voir par exemple un flamand voler, je crois que je peux mourir. Voilà, parce que la vie n'aura plus aucun intérêt. Mais heureusement, j'ai toujours plaisir tous les matins à voir les flamands, à passer les gens. Regardez les flamands qui passent, regardez comme c'est beau. Ah, c'est magnifique. IZPV. Ok, le sens. Donc c'est de bas en haut. D'accord, super. Là, c'est une bague italienne. Hein. La bague est la carte d'identité du flamand qui voyage toute l'année dans les pays du bassin méditerranéen. Là, il y en a AAH, qui est un flamand qui a été bagué dans les années 70. Ouais, qui est vraiment un vieux flamand et qui est très très souvent sur le parc. Donc on a comme ça des oiseaux habitués qui viennent hyper régulièrement. Après, on a des oiseaux qui viennent pendant plusieurs années, puis d'un coup on les voit plus. En Camargue, 25 000 flamands viennent nicher chaque année. Une carte postale. Vous en lassez jamais? Non, c'est... Au coucher du soleil, le visiteur s'attarde et les oiseaux prennent leur envol vers d'autres horizons. Et puis vous le savez désormais, vous pouvez voir ou revoir tous ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte avec ces images à Leucate où le mondial du vent a accueilli l'Hawaïen Kai Lenny, l'un des plus grands champions de la planète en surf, kitesurf, planche à voile ou encore stand-up paddle. À seulement 22 ans, on le surnomme déjà la superstar de l'océan. Cette fois-ci, il a testé la Méditerranée. Je vous laisse apprécier. Au revoir, passez une très belle semaine.